Bienvenue à tous, bonne fête pour les Congolais. C'est 30 juin aujourd'hui pour ceux qui le suivent samedi et pour le reste des jours jusqu'à lundi. Nous allons parler des sujets qui vous concernent et qui nous concernent tous ici au Congo. C'est d'abord l'indépendance, 52 ans après. Est-ce que la classe politique congolaise a-t-elle évolué? Est-ce que les Congolais ont pris conscience qu'ils pouvaient faire autre chose que se chamailler? On va le voir dans cette émission d'aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir est que cette fête n'a pas été comme festivité comme cela doit être dans les cas d'espèce, compte tenu de la situation sécuritaire, notamment à l'est de la République, méditation et encouragement aux forces armées qui font un travail des valeurs à l'est de la République. Nous allons parler également du renouvellement de ces mandats de la MONUSCO. Il semblerait que les Congolais ne sont pas contents, mais la MONUSCO a eu quand même un an de plus. Est-ce que ça va servir cette fois-ci pour que le mandat soit orienté vers la défense des Congolais, des civils surtout, ou bien la MONUSCO va faire de la figuration, comme disait Zachary Bababassoué. Dernier sujet, cette semaine, Ngoï Mulunda a été au Parlement pour faire le bilan cher à Mike Mukebai de son mandat aussi, parce qu'on lui avait donné mandat avec son bureau de gérer les élections. Il n'a pas encore terminé toutes les élections, mais semble-t-il la société civile a envie aussi de faire partie de cette CENI. Est-ce qu'il faut qu'elle continue comme ceci ou bien il faut refonder, réformer? On va le voir avec ces journalistes, les grosses pointures, sans une femme aujourd'hui, exceptionnellement. Mike Mukebai, qui est toujours incontournable. J'espère qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de demande des droits de réponse d'un ministre. Harold Badibanga, RTGA. Daniel Safou, l'homme qui réforme et qui veut que la classe politique, oui, on en parle aujourd'hui, 52 ans après, est-ce que cette classe politique, il faut la réformer ou pas? Et enfin, John Omumba, journaliste RTGA. On est bien encadré par RTGA, hein, apparemment, dans cette émission. Alors, messieurs, bonne fête à vous. Je commence avec Mike Mukebai, parce que lui, parfois, il souffle le chaud et le froid. La classe politique congolaise a-t-elle évolué 52 ans après? Parce que j'ai regardé encore aujourd'hui les films des années 60, exactement en 1960, lorsque on a accédé à notre indépendance. La semaine d'après, on s'est tiré dessus déjà. Oui, Jean-Marie, merci. Mais j'aimerais dire une chose. Excusez-moi, je suis journaliste, je ne peux pas commencer sans évoquer la fermeture d'un journal hier. Le journal de Patrice Boto a été fermé. Ce qui a déploré... Un journal, ça veut dire? Ça s'appelle Les Journaux, ce journal-là. C'est un journal qui a été suspendu, fermé hier. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui lui est reproché? Ce qui est attristant, c'est qu'il aurait... Non, qu'est-ce qu'on a reproché à notre confrère? Oui, il aurait utilisé un discours xénophobe à l'endroit des Tutsis. C'est peut-être avec raison qu'on l'a sanctionné, mais ce n'est pas au ministre Mende de sanctionner un journal pendant qu'il y a une instance que nous avons tous mise en place qui s'appelle les CESAC. Je crois que nous sommes dans une république, ça c'est une menace, une menace contre la démocratie. L'exécutif peut prendre des mesures conservatoires aussi. Il y a une instance habilitée qui a le pouvoir pour agir en la matière. Mais le ministère aussi peut prendre des mesures conservatoires. Alors en ce moment-là, je crois que nous devons retourner à l'Assemblée nationale, ce qu'il y a chevauchement de compétences. On ne peut pas attribuer les mêmes compétences à deux institutions. Non. C'est un problème de droit. Il faut qu'on regarde de très près, pour des raisons de sécurité et de paix. Si un ministre constate qu'il y a un dysfonctionnement, l'exécutif, attendez d'abord. Il lui appartient en tant qu'exécutif de prendre des mesures, je dis bien conservatoires, mais le CESAC peut, non, pas des mesures conservatoires, il faut informer les CESAC et la loi prévoit qu'en ce sens-là, le CESAC agit dans l'urgence dans les 48 heures. Oui, mais alors est-ce que vous savez... Je voulais vraiment partager cette peine. Est-ce que vous êtes dans les discrétions des courriers échangés entre les ministères? Parce que j'ai parlé avec des responsables du CESAC, ils n'étaient même pas saisis, ils sont même surpris de la décision. Ça, c'est la source. Je voulais partager cette peine avec des confrères. On a bien noté. Alors, vous pouvez maintenant répondre à propos l'évolution ou pas de la classe politique congolaise? Non, moi je crois que c'est 30 juin aujourd'hui. Je crois que la classe politique congolaise a énormément évolué, même si nous nous plaignons encore. Nous ne sommes plus à la classe politique des années 60. Et je crois que les commissaires généraux... ce qui a fait évoluer notamment cette classe politique, c'est dommage qu'aujourd'hui on retombe dans une crise de légitimité. Mais déjà, l'année 2006, avec les élections, quand nous nous sommes mis d'accord autour d'un président de la République, autour d'une assemblée, d'un Sénat, c'était déjà une évolution. Parce qu'il ne faut pas demander aux hommes à eux seuls d'évoluer. Il faut que les institutions aussi évoluent. Il faut reconnaître cette grande évolution. Et que même aujourd'hui, qu'il y a pour certains une crise
de légitimité, mais ça a été quand même géré avec beaucoup de responsabilité. J'ai remarqué que M. Etienne Tshisekedi a fait preuve de beaucoup de retenue. Il pouvait envoyer ses partisans dans la rue, il les a appelés à rester chez eux. Nous avons échappé à la catastrophe. C'est une très grande évolution. C'est vrai que nous allons toujours nous plaindre de cette classe politique, mais moi je me plains de plus de cette classe politique qui est au pouvoir, qui ne donne pas de modèle à la jeunesse. La corruption, règne à maître, la concussion, la prévarication. Oui, mais là, si il y a un problème. Si on renvoie la balle à l'envers, est-ce que la classe politique de l'opposition donne un bon exemple? Bon, je crois que si on doit considérer la classe politique de la majorité de l'opposition, celle de la majorité a plus de responsabilités parce que les actes qu'elle pose orientent les destins nationaux. Je crois que nous devons être plus durs envers elle qu'envers les opposants. Ce n'est pas à dire qu'il faut être complaisant envers les opposants. Mais je remarque que la classe politique qui est au pouvoir n'est pas rationnelle dans les dépenses de l'État. J'ai essayé de parcourir les dernières dépenses de l'État, 2011, 2010. J'ai vu d'énormes dépassements au budget alloué au président de la République, d'énormes dépassements au budget alloué à la primature. Et dans ce sens-là, donc je ne vois pas... Ça, ce ne sont que des projets. Non, je parle des années, je parle des années antérieures, de 2011, de 2010. C'est vous-même qui disiez dans cette émission que le budget, il est dépensé, mais on ne sait pas ce qu'il en advient. Maintenant, vous dites que vous avez des rapports. Non, j'ai dit qu'il y a eu des dépassements dans des budgets alloués. C'est-à-dire qu'on alloue 20 millions à une instance, mais cette instance arrive à 60 millions de dépenses, c'est qu'on ponctionne sur les autres postes. Et vous verrez qu'il y a des postes qui ne sont pas exécutés ou qui sont exécutés à 10%. Et ça, c'est dramatique. Et je crois donc vous faites confiance quand même aux chiffres qui sont publiés? Si j'ai fait confiance aux chiffres, j'ai dû moi-même les recouper, ces chiffres-là. Parce qu'en fait, tu le sais très bien que moi, comme moi, Jean-Marie, ici, les chiffres ne sont publiés nulle part, ils sont momifiés. Mais vous êtes en train de dire que vous avez eu des chiffres. Si vous avez mais si je t'ai donné la peine, si je te disais la peine que j'ai eue à aller chercher ces chiffres-là, tu auras pitié de moi. Merci beaucoup. John Omomboa, évolution de la classe politique au pas depuis 1960, 52 ans aujourd'hui. On n'a pas fêté, certes, mais il faut quand même constater, comme l'a dit Mike, que... il y a eu des institutions, il y a eu des hommes politiques, amateurs autrefois, notamment les 30 juin 60. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont évolué, certains qui ont fait des études, qui ne sont plus amateurs. Tout à fait. Je crois que Mike l'a dit, il y a énormément de choses qui ont évolué. Je voudrais ici, sans passion, sans sentiment, sans émotion, en toute objectivité, saluer le courage et la réalisation très positive d'un homme d'État, Joseph Kabila, qui aujourd'hui a scellé les efforts fournis par des générations passées. Comme je l'ai dit à la lumière de Saint-Exupéry, qui a toujours dit que le chemin que nous avons emprunté, nous pouvons nous limiter quelque part et les générations futures peuvent l'achever parfaitement. Aujourd'hui, je félicite également Télé 50, sans complaisance, parce que j'étais devant le petit écran, je suivais Télé 50 qui nous a montré les différentes étapes qui ont conduit aujourd'hui à la situation que nous vivons pour arriver à des élections. Joseph Kabila a montré que c'est vraiment un homme d'État, il laisse ses modèles. Nous avons des élections maintenant après tous les 5 ans, nous avons des routes. Il a fait des réalisations sur 2 axes. Il y a l'axe démocratique et puis l'axe également du développement qui va sortir le Congo. Mais ces 52 ans, nous les célébrons dans la méditation. La méditation, bien sûr, parce que nous sommes dans un système. Est-ce que c'est une bonne option d'avoir opté plutôt pour la méditation que les festivités à l'ouest et justement, à l'est? c'est une très bonne option parce que nous sommes dans un système. Lorsque un élément d'un système est en souffrance, c'est tout le système qui est perturbé. Le Congo ne peut pas aujourd'hui fêter pendant qu'il y a une petite portion du territoire qui est troublée. C'est quelques kilomètres carrés. Hein? Justement, mais c'est la RDC. Bunagana, hein, nous sommes très jaloux de notre Congo, oui. Nous sommes très jaloux de notre État continent. Je crois qu'il y a vraiment des évolutions. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une crise de légitimité. Il n'existe pas. Contrairement à ce que dit Mike. Non, contrairement à ce que dit Mike, moi je vais tabler sur les faits. Les faits, c'est qu'il y a eu des élections dans ce pays. Les faits, c'est que nous avons des institutions issues des élections. Et il y a un président de la République qui a prêté serment devant la Cour suprême de justice qui fait office de la Cour constitutionnelle, instance habilitée à reconnaître justement ce pouvoir d'un chef de l'État. Constitutionnellement, nous avons une Assemblée nationale avec un bureau définitif, nous avons un gouvernement qui est l'émanation
de cette Assemblée nationale. Je crois qu'il n'y a Donc, pas il n'y a pas crise de légitimité. Et si nous devons aller dans la logique où John peut se réveiller un matin et prêter serment devant sa femme, ses cousins et ses enfants, je crois que tout le monde peut, comme le disait un député que j'ai suivi, tout le monde peut dire, bon, écoutez, moi je suis député, et le Congo aurait pratiquement 18 565 députés en lieu et place des 500 places qui sont prévues à l'Assemblée nationale. Je crois que nous sommes dans une société organisée. Nous devons d'abord commencer par nous respecter nous-mêmes, respecter notre société, reconnaître là où nous avons réussi et accepter également avec fair play. Donc il n'y a pas de crise de légitimité. Le Congo est sur la bonne voie. Et cela, nous disons, coup de chapeau à Joseph Kabila. Merci bien. Alors, il faut peut-être que la parole tourne. Harold Badibanga, est-ce qu'il faut croire, comme le disait Mike tout à l'heure, la classe politique a évolué, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et cette fameuse crise de légitimité dont il fait mention de temps en temps, est-ce qu'elle a sa place? Non, non, vous savez, effectivement, les choses ont évolué au regard des faits qui sont du reste très, très sacrés, parce que les interrévocations entre Kasavubu et Lumumba, oui, nous ne les avons pas vues de manière anticonstitutionnelle comme ça a été le cas. Il y a eu plutôt, au regard des élections de 2011, un certain dépassement passionnel au regard du manque de fair play et de l'inacceptabilité des résultats des urnes et le refus manifeste de certains leaders politiques à se remettre aux canaux légaux prévus pour contester une élection. Je crois savoir que ce fait et ce lait peut nous faire dire que parce que ce n'est pas un comportement que nous avons constaté dans le chef de plus d'un individu sur les 60 millions de Congolais, et donc, nous ne pouvons pas tabler sur un seul cas pour dire qu'il n'y a pas eu évolution dans le chef de la classe politique congolaise. Et donc, pour que l'on parle d'une crise de légitimité, il faut constitutionnellement établir que la Constitution a elle-même difficulté à dire qui est président, qui est Premier ministre et qui ne l'est pas. Mais au jour d'aujourd'hui, il est clairement établi qu'au regard des élections organisées l'an passé, Joseph Kabila est président de la République, l'Assemblée nationale est là, et lorsque la Commission nationale électorale indépendante n'a pas su, au regard des contraintes que l'on connaît tous, à organiser les élections provinciales qui arrivent à nous donner les sénateurs, il y a eu un modus vivendi qui a été trouvé pour que les sénateurs continuent. Donc, il n'y a pas à parler de crise de légitimité. Mais lorsque nous analysons la situation de manière froide, sans gants, nous nous rendons quand même compte qu'au-delà des réalisations positives faites dans la classe politique congolaise, il y en a au moins ces acteurs politiques qui refusent d'émerger ou d'arriver au sommet de la positivité des choses. J'étais par exemple ahuré aujourd'hui que lorsque une décision salutaire est prise dans le sens de comprendre que Bunagana ou un territoire, si infime qu'il soit, une infime partie de la RDC est envahi par des mouvements insurrectionnels, au lieu de considérer que la République démocratique du Congo est comme un corps, et même si un seul doigt arrive à faire mal, c'est tout le corps qui se sent concerné. J'étais ahuri et estomaqué d'entendre un acteur politique de l'opposition retomber plus bas pour dire « nous sommes déjà habitués dans ce pays à faire des défilés ». Et il oublie qu'après le défilé... Lui, il voulait faire des défilés à la place. Il voulait... Non, j'ai compris qu'il n'est pas jusqu'au boutiste dans sa démarche. Il n'a pas visé seulement le défilé, mais il a visé l'après le défilé.